Bonjour à vous. Notre deuxième rencontre va donc porter sur vie politique et système institutionnel sous la monarchie des Savoie. Entre 1861, vous vous souvenez, c'est l'année de l'unité, et 1896, c'est l'année qui correspond à la chute de Francesco Crispi au moment où le Parlement apprend le désastre militaire d'Adoua, où quelques 8000 soldats italiens ont été tués par les troupes de l'empereur d'Éthiopie. Et ce désastre va mettre un terme à la carrière politique de Crispi. C'est pour ça que j'ai pris cette date comme borne, mais de temps en temps, vous verrez que je ne m'interdirai pas d'aller au-delà de 1896 pour aborder le début du XXe siècle. Alors, le système politique italien, c'est vrai que quand on le regarde un peu de loin, il apparaît assez compliqué, abscon, complexe, instable. C'est même sans doute une des caractéristiques qui fait que ce système est finalement impopulaire, cette espèce d'instabilité. Or, il ne s'agit pas du tout de réhabiliter, mais de montrer tout de même que c'est un système qui a pu créer une vraie vie politique en Italie, qui a permis à des institutions, bon an mal an, de fonctionner jusqu'à la Grande Guerre. Et évidemment, il est toujours dangereux de refaire l'histoire, mais sans doute que c'est un système qui aurait pu, sans le choc de la guerre et les crises de l'après-guerre, aboutir à une monarchie, je dirais, à la britannique ou à la belge. Finalement, une monarchie parlementaire et constitutionnelle qui aurait permis une démocratisation progressive du pays. Bon. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un texte fondamental dans la monarchie italienne, c'est le Statuto du 4 mars 1848. Ce texte constitutionnel a été accordé par Charles Albert de Piémont-Sardaigne au moment de ce qu'on appelle le printemps des peuples en 1848. Et ce texte a été conservé en 1861. Il a été étendu, élargi à l'ensemble du royaume. Et finalement, même le fascisme ne va pas officiellement supprimer le Statuto. Il ne sera obsolète qu'après le référendum de 1946. Donc c'est un texte constitutionnel qui a géré les institutions italiennes pendant assez longtemps. Et d'ailleurs, le 4 mars était célébré tous les ans en Italie comme une fête, si ce n'est nationale, mais en tout cas que l'on commémorait, c'était la fête du Statuto, où les corps constitués, la monarchie, le monde politique célébraient la Constitution accordée par Charles Albert. Alors évidemment, cette Constitution, elle est faite en 1848, mais comme beaucoup de textes constitutionnels, elle pose des bases que l'on va observer, mais elle connaît des évolutions, des pratiques. Le texte constitutionnel italien va finalement aussi s'adapter. Par exemple, il ne prévoit pas officiellement que le chef du gouvernement italien soit responsable devant les chambres. Mais dans la pratique, on va s'apercevoir que la responsabilité ministérielle devant le Parlement va progressivement se mettre en place. Donc ce que j'aimerais vous montrer, c'est non pas une histoire purement événementielle de la vie politique italienne qui, je crois, d'abord, je n'aurai pas le temps, et puis serait profondément ennuyeuse, mais essayer de vous montrer des éclairages sur le fonctionnement des institutions, monarchie, parlement, gouvernement, et ensuite essayer de dégager les lignes de force des grandes étapes de la vie politique italienne, avec ce que l'on a pu appeler le gouvernement de la droite historique, c'est-à-dire les héritiers de Cavour, puis ensuite l'ère de Prétis, cette ère de Prétis qui est, je crois, au cœur un peu de vos préoccupations, et qui met sur pied cette théorie du transformisme sur laquelle nous reviendrons, et puis terminer par l'ère Crispi, qui va nous amener donc jusqu'en 1896.
Alors dans un premier temps, je vous propose donc une première partie intitulée « Institutions et pratiques politiques ». Et en tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par Sa Majesté le Roi. Le chef de l'État est bien entendu le souverain italien. Et le Statuto prévoit qu'il est chef des armées, qu'il est chef de l'exécutif, que les ambassadeurs étrangers lui apportent les lettres de créance, comme l'on dit. Il est donc bien le souverain de l'Italie unifiée. Les officiers, quand ils sortent des académies militaires, prêtent serment au roi. De même que les gouvernements qui entrent en fonction vont au Quirinal, le palais royal, prêter serment. Bref, vous avez véritablement un pôle de pouvoir relativement important en la personne du roi. Ce qu'il faut aussi souligner, et j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail, c'est que la personnalité du souverain, son engagement dans les affaires publiques, fait que le roi peut jouer un rôle souvent d'influence. En particulier, il y a une espèce de domaine réservé, le domaine militaire, le domaine affaires étrangères, où le souverain, quel qu'il soit, est souvent attentif à ce que fait le gouvernement, et donc la politique étrangère peut être influencée, encouragée par la volonté du souverain. Mais c'est vrai que progressivement, et cela dès les années 1860, le système italien va prendre pour habitude d'adopter un système parlementaire. C'est-à-dire que dès le début de l'unité, on s'aperçoit que même si officiellement le Statuto ne le prévoit pas, la pratique politique fait que les gouvernements italiens sont responsables devant le Parlement et qui ne peuvent pas gouverner sans avoir une majorité, sans avoir la confiance des parlementaires. Donc, nous voyons bien que la monarchie italienne adopte un système parlementariste. Alors, la définition du parlementarisme est, je crois, simple. C'est un système où le pouvoir exécutif est responsable devant le pouvoir législatif, devant les chambres, Chambre des députés et Sénat. Ce qui fait que la figure royale va évidemment avoir tendance, je dirais, à être au-dessus des luttes partisanes, au-dessus des partis politiques, ne plus avoir la réalité du pouvoir exécutif, comme le Statuto à l'origine le prévoyait. Alors, la période qui nous intéresse, 1861-1896, concerne deux règnes. Alors, mettons un visage sur les souverains. Voilà Victor Emmanuel II. Alors, les dates, à quoi correspondent-elles? 1820, c'est sa naissance. 1849, c'est quand il devient roi de Piémont-Sardaigne, après l'abdication de son père. 1861, c'est l'unité. Et 1878, c'est la date de son décès. Une remarque d'ailleurs, c'est qu'il a gardé l'ordre dynastique de Piémont. Parce que en 1861, il n'est plus roi de Piémont-Sardaigne, il est roi d'Italie. Et on aurait pu imaginer qu'il prenne Victor Emmanuel Ier, roi d'Italie. Or en fait, il a gardé Victor Emmanuel II. C'est-à-dire qu'il garde le système dynastique piémontais. Il est la maison de Savoie, et ne jamais oublier que chez lui, bien sûr, il est heureux de l'unité italienne, mais il restera quand même attaché à la mémoire historique qu'il représente, au symbole historique qu'il représente, attaché au Piémont et à la dynastie des Savoie. Ce qui fait qu'il garde le système de numérotation, si j'ose dire, piémontais. Il ne se transforme pas en Victor Emmanuel Ier, roi d'Italie, en tant que premier souverain italien, mais il garde sa titulature piémontaise. Alors, c'est vrai que
ce roi a bénéficié d'une image positive auprès de bien des Italiens favorables à l'unité. On peut dire que la réussite de Cavour, c'est justement d'avoir fait de la monarchie l'instrument autour duquel l'Italie va s'unifier. Et au demeurant, la personnalité de Victor Emmanuel est une personnalité qui, même si elle est sensible au prestige de la monarchie, est une personnalité populaire, assez abordable. Il a un contact facile, il laisse pour l'essentiel gouverner ses ministres et ses présidents du Conseil. Il tient tout de même à peser sur les affaires étrangères. Malgré les difficultés qu'il y a eu avec la France, c'est un roi qui restera tout au long de son existence plutôt francophile. Il n'a pas oublié la campagne avec Napoléon III en 1859. Quand je vous disais qu'il laissait ses ministres gouverner, ça ne veut pas dire que de temps à autre, il ne pèse pas sur la vie politique intérieure. En particulier, en 1864, il pousse à la démission Mario Minghetti parce qu'il est mécontent de la manière dont le gouvernement Minghetti a géré les manifestations organisées à Turin pour protester contre le déménagement de la capitale. Là, je dirais que les Turinois ne se sont jamais remis peut-être du déménagement de la capitale. Et quand Turin a été abandonné au profit de Florence, dans un premier temps, il y a eu de grandes manifestations et le gouvernement a réprimé un peu, je dirais, à l'aveugle ces manifestations. Et le roi en a tenu rigueur à Minghetti et finalement lui a fait savoir son mécontentement. Et le président du Conseil a donc démissionné en septembre 1864. Sa mort, le 9 janvier 1878, a été un vrai moment de deuil pour l'Italie. Et je dirais qu'avec cette disparition va se créer une espèce de culte de Victor Emmanuel qui va devenir aussi un culte de la monarchie des Savoie. Ce culte, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un élément important pour la période des années 1880-90. Il va y avoir une instrumentalisation de la monarchie et des travaux récents, dont je vous parlerai tout à l'heure dans ma petite bibliographie, ont permis de voir l'importance. On a longtemps négligé la monarchie italienne. Elle est aujourd'hui un objet d'étude pour montrer qu'il y a bien eu un culte monarchique dans la société italienne des années de la fin du 19e, début 20e siècle. Son successeur, le voici, c'est le roi Umberto I, le fils, donc né en 1844, souverain en 1878, et mort, tragiquement, le 29 juillet 1900, puisqu'il est assassiné par un anarchiste à Monza. On verra d'ailleurs pourquoi. Alors, Humbert est plutôt germanophile, lui. Il est plutôt germanophile, son père était francophile, lui, il est assez fasciné par le dynamisme allemand. Une partie des élites italiennes regarde l'Allemagne avec une espèce de fascination. Après tout, les deux États sont unifiés quasiment en même temps. Et l'Allemagne, tout de suite, prend une importance économique, militaire, diplomatique considérable dans l'histoire de l'Europe. Et c'est vrai que, pour une partie des élites italiennes, l'Allemagne va devenir un modèle de dynamisme, d'organisation, de puissance. Et le roi Humbert, finalement, n'est pas insensible à ce prestige allemand. Il est d'ailleurs très favorable, par exemple, à la signature de la Triple Alliance en 1882 entre Italie, Allemagne et Autriche-Hongrie. D'autre part, le roi Humbert Ier est un homme d'ordre. C'est un homme
attaché à l'ordre public, ce qui fait qu'il ne va pas hésiter à encourager le gouvernement ou les gouvernements à des mesures de fermeté vis-à-vis de mouvements populaires, de manifestations, d'émeutes. Alors, je vous cite deux exemples précis. En janvier 1894, face à des émeutes rurales en Sicile, eh bien, Crispi va demander au roi de signer un décret d'état de siège pour la Sicile. Le roi encouragera son président du Conseil à rétablir l'ordre dans l'île. De même, 4 ans plus tard, au printemps 1898, vous avez des émeutes de la vie chère, je dirais, à Milan. D'ailleurs, vous avez des images de ces émeutes dans le film L'Arbre au sabot, lors de la visite à Milan. Eh bien, le roi va pousser le gouvernement à la fermeté, signer donc un décret d'état de siège qui va permettre aux troupes de rétablir l'ordre dans Milan, et le chiffre des victimes n'est pas d'une extrême précision, mais il y a sans doute plusieurs centaines de morts et blessés. Donc c'est un homme d'ordre, et il va le payer, parce que c'est justement pour le punir de la répression milanaise qu'un anarchiste italien, réfugié aux États-Unis, va revenir en Italie, et lors d'une manifestation officielle à Monza, poignarder le souverain. Mais celui-ci d'ailleurs avait cette phrase que l'attentat contre un roi est le risque du métier. Et finalement, c'est vrai qu'il va donc mourir assassiné. Mais là encore, en 1900, les obsèques suite à cet assassinat politique seront importants, et il y aura des manifestations populaires dans les grandes villes italiennes et à Rome, on va y venir, pour la célébration des funérailles du souverain. Parce que je voudrais insister sur un aspect de cette monarchie italienne. C'est que des travaux récents ont bien montré qu'il y avait eu une volonté de faire jouer à la monarchie un rôle de consensus national, beaucoup plus important qu'on ne l'a cru. Je vais prendre quelques exemples, au travers de la politique monumentale. Vous connaissez sans doute, pour être allé peut-être à Rome, le Panthéon. Le Panthéon, c'est un temple romain, à l'origine construit dans les années 20 avant Jésus-Christ par Marcus Agrippa, le gendre de l'empereur Auguste. Tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est le temple que l'empereur Adrien a refait construire dans les années 118-125 de notre ère. Et puis ensuite, à partir de 608, il est devenu une église. Sainte Marie aux Martyrs, ce qui a permis d'ailleurs l'extraordinaire conservation de ce monument romain. Eh bien, quand Victor Emmanuel II meurt, la question s'est posée de savoir où mettons la dépouille du roi. Est-ce qu'elle doit rejoindre Turin, à la basilique de Superga, au-dessus de la ville, où se trouvent les Savoies? Ou est-ce qu'il faut trouver un endroit dans Rome même qui pourrait devenir le Saint-Denis italien? Vous savez que Saint-Denis, c'est la basilique où les rois de France, pendant des siècles, ont été enterrés. Et les autorités italiennes ont décidé que pour, entre guillemets, nationaliser la monarchie, la dépouille du souverain n'irait pas à Turin, rejoindre les ancêtres de la maison de Savoie, mais s'installerait au cœur de Rome, dans ce temple christianisé qui était devenu le Panthéon. Et en 1884, le 9 janvier 1884, c'est-à-dire jour pour jour, 6 ans après la mort du souverain, il y a eu une grande manifestation en présence de 60 000 représentants de la nation italienne. Alors, le Parlement, beaucoup de militaires, les maires des communes italiennes, les représentants des provinces,
tous les corps constitués, université, magistrature, etc., sont venus pour accompagner la dépouille jusqu'à sa dernière demeure que voici. Voici la tombe de Victor Emmanuel dans le Panthéon. Et aujourd'hui encore, vous avez une garde d'honneur. Vous avez une garde d'honneur de la Maison de Savoie qui continue, vous le voyez, à monter la garde devant la tombe du premier roi de l'Italie unifiée. Alors dans le Panthéon, vous retrouveriez la tombe d'Humbert Ier, ainsi que la tombe de la reine Marguerite, l'épouse du roi Humbert. Ça a été sans interruption Ça a été sans interruption, mais court. C'est-à-dire quand ils ont été exilés. Alors, quand ils ont été exilés, en 1946, Victor Emmanuel III part en Égypte, en exil. Son corps est en Égypte. Son fils Humbert II est décédé en 1983. Lui, il était parti en exil au Portugal et en Suisse. Et il repose à l'abbaye de Hautecombe en Savoie, Savoie française. Parce que l'abbaye d'Hautecombe était un des lieux de la mémoire de la dynastie. Et il y a les associations monarchiques italiennes qui, régulièrement, à Rome, vous font signer des pétitions pour demander à ce que la dépouille du roi Humbert II, par exemple, rejoigne l'Italie et ne soit pas exilée au-delà de la mort. Au demeurant, en 1946, il y a eu une loi d'exil qui interdisait aux Savoie de rentrer sur le sol italien. Cette loi a été levée en 2003. Donc aujourd'hui, la famille royale peut être présente sur le sol italien. Voilà. Alors ce qui fait d'ailleurs que votre question m'amène à préciser qu'en fait, il n'y a que 3 dépouilles dans le Panthéon. On est très loin évidemment de Saint-Denis. Vous avez Victor Emmanuel, vous avez Humbert Ier, et vous avez son épouse, la reine Marguerite. Voilà, c'est tout. Les autres, Victor Emmanuel III est mort en Égypte et il y repose encore aujourd'hui. Autre exemple que j'aimerais vous prendre et analyser pendant quelques instants, c'est le monument à Victor Emmanuel II. Alors, on le décrit beaucoup, ce monument. Les Romains le moquent, beaucoup de visiteurs le trouvent quelque peu kitsch, mais je suis beaucoup moins sévère, parce qu'il est très intéressant, je trouve, pour comprendre cette instrumentalisation de la monarchie italienne. C'est en 1882 que l'on a décidé d'ouvrir un concours architectural pour faire un monument à la mémoire du roi défunt et également qui célébrerait la patrie italienne. Et en 1885, le jury a décidé de confier à Giuseppe Sacconi la réalisation de ce monument. Alors ce monument a été inauguré en 1911 pour le cinquantenaire de l'unité, mais si on le regarde en détail, il est un hymne à l'unité italienne. Vous avez au centre de la composition architecturale la statue équestre du roi, Victor Emmanuel. Vous avez ensuite des chars que vous voyez à droite et à gauche du monument, tout à fait au sommet, près de la terrasse. Le char de gauche symbolise l'unité, le char de droite symbolise la liberté de l'Italie. Puis, vous avez ensuite une série de figures qui se trouvent sur la corniche supérieure du monument et qui représentent les régions italiennes. Ensuite, au rez-de-chaussée du monument, à gauche et à droite du grand escalier d'honneur, vous avez 2 fontaines, mer Tyrrhénienne, mer Adriatique, pour symboliser les mers qui entourent l'Italie. Et ce monument va prendre encore plus d'importance après la Grande Guerre, parce qu'en 1921, on va y déposer la dépouille du soldat inconnu. Donc vous voyez que l'on a véritablement nationalisé, si j'ose dire, ce monument dans la mémoire collective que l'on voulait créer de l'Italie unifiée. C'est pour ça que ce monument participe à ce culte de la patrie italienne que le XIXe siècle a voulu stimuler, a voulu organiser.
autour de la figure tutélaire du roi Victor Emmanuel. Donc, vous voyez, cette monarchie italienne, on l'a longtemps, je dirais peut-être négligée, et désormais, les historiens y reviennent et en montrent l'importance dans la construction nationale de l'Italie de l'après 1861. Passons maintenant à une autre institution très importante pour la vie politique italienne, c'est le Parlement. Comme je vous le disais, à l'origine du Statuto, le Parlement ne devait pas être l'organe devant lequel le gouvernement était responsable. Et puis en fait, on s'est aperçu que dès l'époque de Cavour, le président du Conseil avait besoin d'une majorité pour gouverner et que l'habitude a été prise de gouverner en relation avec le Parlement, en étant finalement responsable devant lui. Et en cas de mise en minorité, d'apporter la démission au Quirinal. Alors, le Parlement italien est bicaméral. Il est composé de 2 chambres. D'abord, le Sénat. Alors, le Sénat siège au palais Madame, que voici, qui est encore aujourd'hui le siège du Sénat de la République italienne. C'est un palais de la première moitié du XVIe siècle, puisqu'il a été fait en l'honneur de Madame Marguerite, qui était la fille de Charles Quint. Et les séances ont lieu dans cette salle, la salle des séances du Sénat, qui, je dirais, n'a pas fondamentalement changé depuis l'époque de la monarchie des Savoies, sauf qu'il n'y a plus le buste du souverain, mais il y a la plaque commémorative en l'honneur de l'unité que vous voyez au-dessus du siège du président. Et le gouvernement se met en face de l'hémicycle et donc fait face à l'ensemble des sénateurs. Différence avec le palais Bourbon à Paris, où le gouvernement se met face au président et a dans son dos la représentation nationale. Alors les sénateurs ne sont pas élus. Ils sont nommés par le roi, soit pour récompenser un fidèle serviteur de la monarchie des Savoies, soit alors, sur proposition du président du Conseil, pour essayer de renforcer une majorité parlementaire. Comme on dirait à Londres, des fois il y a une fournée de lords, c'est-à-dire que l'on nomme une douzaine, une quinzaine de sénateurs favorables à la politique gouvernementale, et donc ça permet de renforcer les assises parlementaires du pouvoir exécutif. Mais bien souvent, vous y trouvez des militaires, vous y trouvez des intellectuels, par exemple Benedetto Croce a été fait sénateur du royaume en 1919. Donc, vous avez indéniablement là, je dirais, une chambre d'influence moins importante que la Chambre des députés, mais enfin où les débats sont en général de qualité. La deuxième chambre du Parlement italien, c'est la Chambre des députés, qui est élue, qui siège, au palais Montecitorio, dont je vous montre tout de suite une photo avant de revenir à ma fiche précédente. Voilà le palais Montecitorio, et avec la salle des séances, qui est exactement sur le même système qu'au Sénat. Vous le voyez, vous avez donc un hémicycle, au centre, le siège du président de la Chambre, et en contrebas du siège du président, le gouvernement, qui fait face à l'ensemble des députés. Alors, il faut s'interroger sur la manière d'élire les députés italiens pour la période qui vous intéresse. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans. Et ils sont élus selon un système, ce qu'on appelle le scrutin uninominal à 2 tours. Vous n'obtenez pas une majorité au premier tour, vous organisez un nouveau scrutin pour un second tour. Sauf entre 1882 et 91,
où on a essayé un système dit de liste, mais on est revenu après 1891 au scrutin uninominal à 2 tours. Ce qui est important d'observer, c'est que, à l'origine, la société italienne en son ensemble n'est pas impliquée dans l'élection de la Chambre. À l'origine, c'est un système censitaire. C'est-à-dire, le droit de vote n'est justement pas un droit, il est un devoir attaché à la richesse de la personne et à son éducation, aux études faites. Alors, quelles sont les conditions jusqu'en 1882? Il faut avoir 25 ans, il faut être un homme. Ça, c'est un des grands débats du 19e siècle. Les femmes peuvent-elles voter? Aucun pays européen n'a accordé le droit de vote. Et en Italie, il faut attendre 1945 pour qu'il y ait un décret permettant aux femmes de voter. Donc, il faut être un homme, il faut avoir au moins 25 ans. Il faut savoir lire et écrire. Alors ça, c'est un concept important, parce que vous verrez, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, que l'alphabétisation va être en partie une des conditions du vote. Donc il faut savoir lire et écrire. Il faut payer 40 lire d'impôts directs. C'est une belle somme pour l'Italie des années 1860. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui, ça ne l'est pas pour l'époque. Ce qui fait qu'évidemment, les personnes qui payent les 40 livres minimales, ils savent lire et écrire. Ce n'est pas un problème, je dirais, l'éducation à ce moment-là. Donc, ce qui fait qu'au moment de l'unité, et dans les années 1870, le corps électoral italien est relativement réduit, puisque théoriquement, 500 000 Italiens peuvent voter. Mais souvenez-vous ce que nous avions dit lors de notre première rencontre. Une bonne partie des Italiens, sans doute pour suivre les consignes de l'Église, ne souhaitent pas cautionner le régime, et finalement la participation peut être relativement faible, puisque c'est autour de 150 à 200 000 électeurs qui votent. Donc vous voyez que vous avez là un corps électoral assez réduit, ce qu'a connu la Grande-Bretagne dans les années 1820-1830, ou ce qu'a connu la France de Louis-Philippe, qui était même encore plus censitaire. Alors en 1882, les règles changent, grâce justement à Agostino De Pretis, dont nous reparlerons tout à l'heure. À partir de 1882, on va baisser l'âge légal pour élire, 21 ans, et le cens est abaissé à 20 lire. Qui plus est, la loi de 1882 stipule que si vous êtes titulaire d'un diplôme de fin d'études primaires qui montre que vous savez lire et écrire pour l'essentiel, vous pouvez vous passer de ce cens de 20 lire. Alors là, vous avez une ouverture politique indéniable. On passe à plus de 2 millions d'électeurs. Vous voyez, il y a une ouverture qui se fait. Ce n'est pas encore le suffrage universel, mais plus d'Italiens sont concernés par le vote et donc par la chose publique. En particulier, la loi de 1882 a sans doute permis à la moyenne bourgeoisie d'intégrer le corps électoral et de participer aux élections. Enfin, là je sors un peu de notre période, mais il faut quand même la signaler, c'est la loi de 1912. La loi de 1912, c'est une loi importante parce que elle n'est pas véritablement le suffrage universel. Mais enfin, on s'y en approche beaucoup. Parce que désormais, tous les hommes, sachant lire et écrire, mais sans condition de cens, peuvent voter. Et les analphabètes, car il y a encore un problème dans l'alphabétisme dans l'Italie d'avant-guerre, les analphabètes peuvent voter à partir de 30 ans. Alors c'est vrai que ça porte à sourire. Pourquoi ne pas voter à 28 ans? Pourquoi voter à 32 ans si vous ne savez toujours pas lire et écrire? C'est vrai que
Giolitti, puisque c'est Giovanni Giolitti qui a été le promoteur de la loi, a, je dirais, maintenu encore, une petite vanne liée à l'instruction. Mais vous voyez qu'en 1912, désormais, les masses italiennes peuvent participer à la chose publique. Mais elles ne vont pas s'y habituer tout de suite. C'est-à-dire qu'il est évident que quand on s'interroge, et permettez-moi d'ouvrir cette petite parenthèse, sur l'avènement du fascisme, ne jamais oublier que la société italienne de l'après-guerre est une société qui n'est pas encore très politisée au sens où, par exemple, le droit de vote au suffrage universel est quelque chose de relativement récent. Et donc, sans doute que c'est une société qui, à la différence de la société britannique ou française, n'a pas l'habitude de cette participation encore, parce que c'est très récent, 1912, 10 ans avant la marche sur Rome, avant l'avènement du fascisme. Donc, on le voit bien, là, le Parlement, au fur et à mesure des années, c'est le cœur du système politique italien et de ce que l'on peut peut-être envisager comme étant une démocratie en marche. Après tout, la démocratie italienne, le système libéral italien, le système politique libéral italien, se met progressivement en place, se démocratise indéniablement, au début du XXe siècle. Alors maintenant, je vous propose de passer à l'autre institution, c'est le gouvernement, le pouvoir exécutif. Alors, tout gouvernement est officiellement nommé par le roi. Mais, comme je l'indiquais tout à l'heure, une fois qu'il est nommé par le roi, il est obligatoire de passer devant les chambres pour obtenir le vote de confiance. Alors, comme signalé déjà dans l'introduction, on a longtemps critiqué l'instabilité ministérielle italienne. Pour la période qui vous intéresse, on a le sentiment d'une cascade de gouvernements qui dure plus ou moins longtemps, et cette instabilité est souvent reprise en disant que c'est une des difficultés du régime. Alors, c'est vrai et faux à la fois, je m'explique. Il est vrai que si on compte le nombre de gouvernements qui se sont présentés devant les chambres pour obtenir l'investiture, pour la période juin 1861, juin 1916, vous en avez 43 gouvernements. Donc, en moyenne, 1 an et demi à peu près. Mais, cette instabilité ne veut pas dire qu'il y a instabilité de la classe politique. Parce que ce sont souvent les mêmes que vous voyez, y compris à la présidence du Conseil. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Agostino De Pretis, il a dirigé tout de même 5 gouvernements. Alors c'est vrai qu'il a été obligé de composer plusieurs gouvernements, de se représenter dans les chambres, de négocier pour choisir ses ministres, mais c'était toujours lui. Il y avait donc une continuité, même s'il y avait eu plusieurs gouvernements De Pretis, entre mai 1881 et juillet 1887. Crispi, Francesco Crispi. Mais Francesco Crispi, il domine la vie politique entre 1887 et 1896 pour l'essentiel. Vous le voyez, il a dirigé 4 gouvernements, entre août 1887 et février 1891, puis de décembre 1893 à mars 1896. Ça veut dire que, bien sûr, il y a eu plusieurs gouvernements, mais c'était toujours le même chef. C'était toujours Francesco Crispi. Donc, stabilité. Et la période est encore plus nette après 1900. Giovanni Giolitti, qui est une grande figure de la vie politique italienne, mais Giolitti, il domine toute la scène politique pendant les premières années du XXe siècle. Il va diriger 3 gouvernements, novembre 1903, mars 1905, mai 1906, décembre 1909, mars 1911, mars 1914. Et entre-temps, me direz-vous, mais entre-temps, il s'arrange pour que ce soit un de ses amis politiques qui soit président du Conseil. Et donc, il est là en coulisses pour le conseiller. Et puis quand
je dirais, il souhaite reprendre les choses en main, démission de gouvernement, et on revoit Giolitti qui se présente, et qui est nommé par le roi, parce que c'est la tête pensante du système politique italien. Donc vous voyez, les présidents du Conseil, instabilité parce qu'ils sont assez régulièrement amenés à démissionner, mais vous les retrouvez, ils sont toujours là. Et pour peaufiner encore l'analyse, j'ai voulu prendre un grand ministère, les affaires étrangères. Mais vous avez quand même un homme, le marquis Emilio Visconti Venosta, mais qui, je dirais, a traversé, lui, une trentaine d'années de vie politique. Parce qu'il est déjà présent peu de temps après l'unité, 1863, c'est la première fois qu'il est ministre des Affaires étrangères, et vous le retrouvez ministre des Affaires étrangères en 1896-1901, pendant 5 ans. Alors c'est un vénérable vieillard à ce moment-là, mais vous voyez que la stabilité du personnel politique existe. Alors, on va le voir dans quelques minutes, il y a sans doute eu la fracture de 1876 avec la défaite de la droite historique. Mais sinon, réfléchissons avec plus de prudence que d'habitude sur la vie politique italienne. Elle est composée d'une valse de gouvernement, mais d'une relative stabilité de la classe politique. Et si je devais vous faire un cours sur la République, vous savez, la République italienne, pendant quasiment un demi-siècle, vous avez eu de sacrées carrières politiques qui donnaient une continuité. Pensez à Giulio Andreotti, à Aldo Moro, ou même des personnes un peu moins connues, enfin, comme de vous peut-être, Amintore Fanfani, qui aussi traverse pendant 40 ans de vie politique. Donc, vous voyez, le système politique italien sous la monarchie libérale, il est fait d'instabilité au niveau de la tenue du gouvernement, mais il est fait d'une relative stabilité du personnel politique. Alors je vous propose maintenant de voir les principales phases de la vie politique jusqu'en 1896. En commençant d'abord par la droite historique. Alors, la droite historique, est composée des héritiers de Cavour. Ce qu'on appelle la droite historique, c'est le personnel politique qui a été formé à l'époque de Cavour et qui a succédé au comte à la suite de son décès en juin 1861. Et cette droite historique va diriger l'Italie entre la mort de Cavour en 1861, et 1876, où vous allez voir, je dirais, une autre classe politique issue d'une gauche libérale qui, elle, va prendre le pouvoir à partir donc de 1876. Alors, avant de parler de cette droite historique au pouvoir, j'aimerais vous montrer quand même quelques visages, parce que ça humanise un peu peut-être cette vie politique. Là, vous avez Marco Minghetti, qui a droit à sa statue d'ailleurs dans beaucoup de villes italiennes, vous voyez, qui a été président du Conseil, en particulier qui a été celui qui a clos la période de la droite historique. Vous avez également un militaire, le général Alfonso La Marmora, qui a été président du Conseil de septembre 1864 à juin 1866. Alors, c'est quelqu'un qui avait joué un rôle important déjà dans les guerres de 1859, au moment de l'unité. C'est quelqu'un qui s'était illustré sur les champs de bataille italiens. Et puis, il s'est ensuite mis à faire de la politique et il a été quand même président du Conseil. Voici Urbano Ratazzi, autre représentant de cette droite historique, ministre de l'Intérieur pendant longtemps, 1851-1857, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aux côtés de Cavour, vous le voyez, au moment de la préparation de l'unité. Il est un proche de Cavour, et il va être président du Conseil à 2 reprises, en 1862 et 1867. Là, on est avec une des personnalités que l'on peut vraiment qualifier d'héritier direct de Cavour. Et autre exemple, c'est Giovanni Lanza, qui était spécialiste en particulier en matière financière et qui a été président du Conseil assez longtemps,
de décembre 1869 à juillet 1873, c'est l'homme de Porta Pia. C'est l'homme qui a fait entrer les troupes royales dans Rome en 1871. Donc voilà quelques figures de cette droite historique. Alors, cette droite historique, d'où vient-elle? Essentiellement, elle est piémontaise. Essentiellement, je ne dis pas exclusivement. Je pense par exemple à un homme politique qui s'appelait Cairoli, qui lui était toscan. Mais pour l'essentiel, ce sont des piémontais. Alors je dirais que on l'a accusé de rigidité, on l'a accusé de dureté dans la manière de conduire l'État. C'est vrai, mais en même temps, ils ont une haute idée de l'État. Ces piémontais, on a tendance aujourd'hui de critiquer la manière dont ils ont pu mener l'unité, mais ils ont un sens de l'État. Ce n'est pas quelque chose de négligeable en Italie. Hein. Et donc, eux-mêmes, par exemple, font très attention à bien distinguer leurs affaires privées et les affaires de l'État. Ils sont peu corruptibles. Et d'ailleurs, ils estiment qu'il faut appliquer aux affaires de l'État la rigueur que l'on aurait dans les affaires privées. Ça se retrouve par exemple dans la manière de gérer le budget de l'État. Pour eux, le déficit est un danger grave. Je ne parle pas de l'actualité, je suis en train de faire de l'histoire. Hein. Mais ces piémontais sont très sensibles au budget de l'État. Ce qui va les amener à prendre des mesures fiscales impopulaires d'ailleurs, et qui vont leur coûter cher électoralement. Bon. Alors, autre caractéristique de cette classe politique, c'est qu'elle est centralisatrice. C'est-à-dire que leur modèle, c'est la France napoléonienne et post-napoléonienne. Ils ont une vision centralisatrice. L'État italien doit être un État centralisé avec ses préfets et avec un pouvoir central fort. Alors, on peut débattre aujourd'hui, on remet en cause certains choix, mais en tout cas, c'était la vision de cette droite historique. Donc, logiquement, par exemple, ils vont vouloir faire une armée de conscription qui pourrait participer à l'unification de la nation. Alors, souvenez-vous, nous avons vu que l'armée de conscription, dès qu'on en a commencé à en parler dans les années 1860, ça a soulevé des troubles, en particulier dans l'Italie méridionale. Et c'est vrai que, face aux troubles de l'Italie méridionale, les hommes de la droite historique ne font pas, je dirais, dans le compromis excessif. J'ai pris le cas, par exemple, de la Sicile, où régulièrement vous avez des troubles, alors liés à la résistance à la conscription, au projet de conscription, liés aussi à la lourdeur d'un impôt, des impôts centraux qui pèsent lourd sur la population sicilienne, en tout cas c'est vécu comme tel, eh bien à plusieurs reprises, l'État central va proclamer l'état de siège en Sicile, août 1862, août 1863, septembre 1866. Et véritablement, vous avez une volonté de la part de la droite historique que l'État ait le dernier mot. On ne tolère pas les troubles, les Italiens ou la société italienne s'exprime par les élections, mais il n'est pas question de tolérer des mouvements qui pourraient remettre en cause la solidité de l'État et l'unité italienne. Alors évidemment, on peut estimer qu'il y a une vision un peu rigide, peut-être un peu piémontaise, mais ils avaient le sentiment que l'Italie était encore trop fragile pour se permettre la faiblesse. Et donc ils ont eu une politique, c'est vrai, de rigueur. Cette rigueur, vous la retrouvez dans la droite historique à propos de la fiscalité et du budget de l'État. La droite historique souhaite aboutir à un équilibre budgétaire. Elle estime que le déficit est une peste finalement qui va ronger l'État italien. Donc il faut arriver à l'équilibre budgétaire. Mais alors au prix
d'une politique fiscale rigoureuse. En particulier, on va imposer cette taxe qui va devenir tellement impopulaire, il macinato, qui est une taxe sur les farines moulues, et qui va donc toucher les couches souvent populaires de la société italienne. Alors c'est vrai qu'au moment d'ailleurs où ils perdent le pouvoir, eh bien le budget italien est en équilibre. C'est-à-dire que finalement, ils ont réussi politiquement, mais ils ont perdu électoralement. Parce que leur politique a abouti, c'est vrai, à une stabilité du budget de l'État, mais c'est vrai que c'était une politique dure, fiscalement difficile. Autre élément important, et qui, je crois, correspond bien à la vision de l'État qu'a la droite historique piémontaise, c'est la création de la Banque d'Italie, en 1864. Comme la Banque de France, comme la vénérable Banque d'Angleterre, il faut que l'Italie se dote d'un instrument de sa politique financière, et donc on crée en 1864 la Banque d'Italie. Alors, quand je vous disais qu'elle va payer électoralement cette politique, si vous prenez le cas des élections de 1874, qui sont déjà des élections qui montrent un vrai succès de la gauche libérale. Alors, par gauche libérale, j'entends cette opposition à la droite historique, mais ralliée à la monarchie de Savoie. Parce que vous avez une partie de la gauche italienne qui ne souhaite pas se rallier à la monarchie. La gauche libérale, elle, s'est ralliée au principe de la monarchie parlementaire, mais est en opposition à la droite historique. Eh bien, 1874, c'est donc une avancée de la gauche libérale, et si vous regardez les élections siciliennes, en Sicile, vous avez 48 députés qui sont envoyés à Rome. Sur 48 députés, en 1874, 6 sont issus de la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que vous avez encore un système assez censitaire, les élites siciliennes, finalement, sont fatiguées de la droite piémontaise. Finalement. Parce que 48, sur 48 députés, 6 de la droite historique, les autres sont issus de mouvements proches de cette gauche libérale, ça veut dire que les élites siciliennes elles-mêmes trouvent que le poids de l'État central commence à peser lourd. Et aux élections de 1976, les chiffres sont invariés. C'est-à-dire que la Sicile continue à souhaiter un changement de majorité à Rome. Alors, cette droite historique, elle a joué un rôle très important. Elle a fait l'unité d'Italie en partie, mais c'est vrai qu'elle va, je dirais, un peu partir du devant de la scène au profit d'une autre classe politique dont le grand représentant va être Agostino De Pretis. Alors, le voici, Agostino De Pretis, 1813-1887. Là, on le voit quand il est un vénérable président du Conseil du roi. Il a le port de la barbe vénérable, je dirais. Alors, présentons un peu De Pretis. D'abord, c'est un homme du Nord. Il est lombard, enfin, il est né à Pavie, enfin à côté de Pavie, en 1813. Et à l'origine, c'est un homme qui est proche des milieux républicains. C'est un proche de Mazzini. Or Mazzini, on l'avait évoqué la semaine dernière, c'est quelqu'un qui, jusqu'à sa mort en 1872, va rester fidèle à l'idée d'une république démocratique italienne. Bon. De ce qui va d'ailleurs le marginaliser par rapport au reste de la classe politique italienne. Et c'est quelqu'un qui, jeune, devient député à Turin, au Parlement de Turin. Et en 1850, il va progressivement, enfin dans les années 1850, il va progressivement rallier Cavour. J'insiste sur cet aspect, c'est que le transformisme, il transformisme, mais vous le voyez un peu à l'œuvre là.
Qu'est-ce que c'est que le transformisme? On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est l'idée que rien n'est immuable en politique. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions possibles. Il y a des ralliements, des alliances qui peuvent se nouer pour renforcer le pouvoir. Alors, De Prétis va théoriser cette idée du transformisme, mais en fait, lui-même est un produit de cette théorie, parce qu'il débute mazzinien, il débute républicain, donc sur des thèses révolutionnaires, et puis il va se rallier progressivement à Cavour, à la monarchie des Savoie, et tout simplement parce que la monarchie des Savoie est à ses yeux l'instrument de l'unité, et que donc il y a un réalisme politique qui fait qu'il vaut mieux rallier Cavour et sa politique, plutôt que de rester sur des positions qui, sur le plan moral, peuvent satisfaire, mais qui, sur le plan politique, amènent à une impasse. C'est en tout cas comme cela qu'il a jugé le mazzinisme. Alors, vous le retrouvez lors de l'expédition d'Émile en Sicile. Il est nommé pro-dictateur de Sicile. Alors, c'est un terme sur lequel il ne faut pas se méprendre. Pro-dictateur, il faut prendre dictateur au sens, vous savez, romain du terme. C'est-à-dire celui qui, pendant un temps donné, a des pleins pouvoirs pour gérer une crise ou une situation délicate. Et ensuite, qui remet ses pouvoirs, hein, comme dans la République romaine. Donc, il est pro-dictateur de Sicile, mais il se brouille avec Garibaldi et il revient au Parlement de Turin. Et là, il va entreprendre finalement une grande carrière politique. D'abord parce qu'il est le chef de l'opposition à la droite historique. Si j'ose dire, pour reprendre une expression britannique, c'est le chef de l'opposition de Sa Majesté, hein, finalement. Et il va théoriser ce que doit être le programme de la gauche libérale italienne lors d'un discours le 12 octobre 1875 dans son fief électoral de Stradella, où il prévoit un élargissement du suffrage, ce qu'il fera en 1882, vous vous souvenez. Il estime déjà qu'on ne peut pas se contenter de maintenir un corps électoral trop étroit, donc il envisage de créer un élargissement du suffrage. Il a également l'idée d'une école primaire laïque obligatoire gratuite. Je signale au demeurant que nous sommes en 1875 et que c'est avant même les lois Ferry françaises. Mais en tout cas, il envisage cette école primaire laïque obligatoire et gratuite. Et en 1876, à la suite de la défaite donc, de la droite historique, bon, qui va se déliter progressivement entre 1874 et 1876, le roi Victor Emmanuel va lui demander de prendre la direction du gouvernement. Et donc, 1876, si vous voulez, pour votre période, je crois que c'est une date un peu charnière. Vous allez avoir vraiment un changement de classe politique. La droite historique perd le pouvoir, elle ne le retrouvera plus véritablement, et vous avez des nouveaux venus. Non pas qu'ils étaient totalement inconnus, mais ils n'avaient jamais exercé le pouvoir dans l'Italie unifiée. Et De Prétis va être, jusqu'à sa mort en juillet 1887, le maître du pouvoir exécutif. Sauf une interruption entre 78-81, où il va se retirer quelque peu, mais ensuite, il est, je dirais, l'homme de la situation jusqu'à sa mort. Il mourra au pouvoir. Alors, pour vous illustrer peut-être l'ambiance de Prétis, je voudrais vous lire un passage de Benedetto Croce, le philosophe et historien italien, qui a écrit une histoire de l'Italie contemporaine, et il essaye de montrer ce que fut De Prétis et son époque. Permettez-moi de vous lire ce passage. De Prétis était un bon monarchiste, un homme d'ordre, mitigé de certaines sympathies pour le peuple. Il avait promis,
ce que peu de gens demandaient, l'élargissement du suffrage, et l'avait réalisé. Il avait promis l'abolition de l'impôt sur les farines, le fameux macinato, on en reparlera, taxe peu charitable ou sentie comme telle, et par étapes, il était arrivé à cette abolition. Il avait promis l'abolition du cours forcé et il le faisait cesser avec plus ou moins de bonheur. Comprenant dans son bon sens que l'Italie n'offrait plus matière à de dangereuses luttes sociales et politiques, il annonçait en 1882 qu'il mettait un terme aux réformes plus proprement politiques pour s'occuper de l'amélioration de l'administration. Le long séjour de De Prétis au gouvernement, ces 8 ministères des années 1876-1887, ce que l'on a appelé sa, entre guillemets, dictature, n'en fournissait pas moins aux Italiens des arguments contre eux-mêmes. Tout cela leur semblait l'indice d'une infériorité politique. Comme si au cours de ces 11 ans, d'autres hommes ne s'étaient pas essayés à diriger les affaires, tel le généreux et chevaleresque Cairoli, comme s'il ne s'était pas montré moins habile que De Prétis, comme si d'autres, tels le sincère et très capable celle-là, n'avaient pas dû renoncer au mandat reçu du roi, après avoir échoué devant les difficultés parlementaires et devant les passions sectaires et personnelles qui ne désarment pas. Giosuè Carducci secouait à cette époque toute cette humanité mesquine. Il se rendait à Rome de temps à autre, il se réfugiait dans la contemplation des monuments de l'Urps, de la ville, honnissant le spectacle de la vie politique et des querelles qu'il entendait autour de lui dans la capitale. Alors, intéressant parce que ce qu'on va reprocher à De Prétis, c'est les petits arrangements, la petite politique, la cuisine parlementaire. Et Carducci, qui lui-même vient d'un milieu plutôt républicain, mais qui va avoir une haute idée de ce que doit être la patrie, ne se reconnaît pas trop dans ce système libéral, parlementaire, de combinaison, ce transformisme. Il ne l'aime guère. Et vous remarquerez que Croce explique que Carducci va méditer devant les ruines de la Rome antique. Alors ça, c'est classique, je crois, parce que bien souvent, dès avant le fascisme, les adversaires de cette Italietta, de cette petite Italie, en tout cas, ils la jugent comme telle, ils l'opposent à quoi? À la grandeur romaine. Alors évidemment, si vous prenez la grandeur de Rome, on est tout de suite largement dépassé. Mais quelqu'un même comme D'Annunzio va lui-même voir dans cette petite Italie ce qu'il va détester. Et en contrepartie, vous avez Rome. Le mythe de Rome est en train de s'affirmer véritablement. Et on voit bien l'opposition entre un De Prétis, chef d'une majorité au Parlement qu'il essaye d'arranger au mieux, et des hommes qui vont lui reprocher ce petit état d'esprit. Ces critiques, on pourrait les transposer un peu plus tard contre Giovanni Giolitti. C'est le même type de critique. En plus, on leur reproche quoi? On leur reproche les pressions politiques, parce que De Prétis, comme d'autres, donnent des consignes au préfet pour combattre telle ou telle opposition, pour faire pression sur tel et tel électeur. Il y a des corruptions. On achète tel ou tel vote pour un scrutin important, et tout ça va être reproché par ces procureurs de l'Italietta. Je finis le texte en quelques lignes. De même, certains admirateurs du peuple allemand, qui commençaient à attirer l'attention du monde, auraient désiré que l'Italie prît des habitudes de plus forte discipline, une allure plus militaire et plus belliqueuse, quitte à se retremper dans un bain de sang, qu'elle renonçât au laisser-aller, à ses sentiments humanitaires, à sa répugnance pour les rigueurs de la répression et pour la peine de mort. Mais n'y aurait-il pas, en fin de compte, quelque étrangeté à reprocher au peuple italien de n'avoir pas été le peuple allemand? Voilà, c'est la conclusion de Croce. C'est vrai que c'est le moment où l'Allemagne, le dynamisme allemand, plaît à une partie de la société des élites italiennes, qui voient le Reich
comme le modèle à suivre, et Croce, je dirais, se moque gentiment dans ces lignes. Alors maintenant, voyons De Prétis au pouvoir. Au travers d'abord de ces réformes, et ensuite j'aborderai la question du transformisme. Alors, évidemment, je ne suis pas exhaustif, et je crois que pour vous, c'est inutile de passer des heures à apprendre toute la législation possible, imaginable des années de Prétis. Mais il y a quand même des lois, des initiatives qui sont importantes. D'abord, la loi Copino. Ça, c'est une loi importante. C'est la loi de juin 1877, vous voyez, sur la scolarité, obligatoire et gratuite, de 6 à 9 ans. Bon, mais c'est le début de la scolarisation un peu de masse, avec quand même une question qu'il faut se poser, c'est la réalité de son application sur le terrain. En particulier, si vous vous souvenez les chiffres sur l'analphabétisme que j'évoquais à propos du Mezzogiorno lors de notre précédente rencontre, on n'est pas sûr que dans une bonne partie des campagnes, les parents ne préféraient pas garder le petit pour travailler au champ, garder le troupeau, plutôt que de l'envoyer à l'école. Ça, c'est vrai que ça a été souvent un des débats que même la France a rencontré. Mais en tout cas, la loi Copino est le début d'une politique scolaire italienne. Alors, attention, il y avait une politique scolaire avant, mais c'était une politique qui n'était pas obligatoire, qui ne rendait pas la scolarité obligatoire. Et puis après, ne pas oublier aussi, parce qu'il ne faut pas les balayer de revers de main, c'est l'œuvre des congrégations religieuses. De très nombreuses congrégations religieuses ont formé aussi à la scolarité d'une partie des Italiens. Alors, évidemment, vous aviez les prestigieux enseignements jésuites, par exemple, pour les élites italiennes, mais ne pas négliger aussi que monsieur le curé pouvait réunir, alors de manière très irrégulière, selon les saisons, etc., mais des enfants de sa paroisse pour leur donner quelques éléments de lecture ou d'écriture, rien que pour déjà mieux peut-être catéchiser. Donc, la loi Copino, c'est pas ex nihilo, mais c'est la première vraie loi nationale et rendant obligatoire pendant 3 ans la scolarité. Bon. La loi électorale, je n'y reviens pas. Je l'ai déjà signalé tout à l'heure, je l'ai analysé tout à l'heure, mais enfin, c'est quand même une décision importante, et cette ouverture du sens. Ensuite, vous avez une loi, la loi Baccarini, de juin 1882, qui, si j'ose dire, nationalise, en tout cas place sous la direction de l'État, l'inspection des travaux de bonification. Parce que la bonification des terres était un élément souvent important, mais on demandait à tel propriétaire de faire, mettons, curer régulièrement un canal qui devait amener de l'irrigation, mais une fois demandé, il fallait vérifier. Or, la loi de 1882 crée un corps d'inspecteurs visant, si vous voulez, à vérifier les travaux de bonification et leur réalité. Ensuite, vous avez la création de la première caisse nationale d'assurance pour les accidents du travail. Et oui, un ouvrier italien se blesse. Jusqu'à De Prétis, il devait compter sur la famille, sur la charité de la paroisse, etc. Or là, De Prétis envisage une caisse pour les accidents du travail. Alors, De Prétis, d'ailleurs, en cette matière, n'est pas isolé, parce qu'au même moment, vous avez la politique de Bismarck, en Allemagne, qui est sur le même registre. On crée des caisses pour les assurances maladie, des caisses pour les accidents du travail, des caisses pour la retraite. Bismarck reprend une politique sociale non négligeable. De Prétis, qui est au pouvoir en même temps, ce sont deux contemporains, a aussi des réflexions sociales. La suppression de ce fameux impôt impopulaire, le macinato, à partir du 1er janvier 1884. Alors ça, évidemment, c'est populaire parce que cet impôt que la droite historique avait mis sur pied avait provoqué
manifestations et émeutes, et De Prétis avait compris qu'il fallait progressivement le supprimer. Et puis ensuite, autre mesure sociale qui est prise peu de temps avant sa mort, en 1886, c'est l'interdiction du travail, vous voyez, pour les enfants de moins de 10 ans dans les mines, et le travail de nuit au moins de 12 ans également. Vraiment, ça nous paraît aujourd'hui surprenant. Ça ne l'est pas dans ces années-là, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dans toute l'Europe une législation concernant l'enfance. Et De Prétis a donc pris des mesures pour la protection de l'enfance au travail. Donc voilà, je dirais, un peu le bilan intérieur. Sur le plan extérieur, De Prétis est un homme, je dirais, qui va inclure l'Italie dans l'alliance germano-autrichienne. C'est l'homme de la triple alliance. En 1882, en mai 1882, il va faire signer la triple alliance à l'Italie, ce qui en fait l'allié de l'Allemagne, et de l'Autriche-Hongrie. Bon, pourquoi De Prétis fait ce choix? On ne peut comprendre la politique extérieure de Prétis, je ne serai pas trop long, mais je voudrais quand même apporter quelques précisions, que si on ne prend pas en compte d'abord l'isolement diplomatique de l'Italie à la fin des années 70. L'Italie, finalement, n'a plus d'alliés en Europe, véritablement. Et elle s'en est aperçue à l'occasion de deux événements. En 1878, il y avait eu une conférence à Berlin pour régler la crise dans les Balkans. Il se trouve que en Bosnie-Herzégovine, il y avait eu, et en Bulgarie, il y avait eu une révolte contre les Turcs qui avait nécessité une intervention russe, et pour éviter que l'intervention russe aboutisse à un triomphe du tsar dans les Balkans, Bismarck avait organisé une conférence à Berlin. L'Italie y était bien sûr représentée. Or, on s'était aperçu à Rome que les intérêts italiens, qui étaient réels dans les Balkans, n'avaient pas trouvé d'écho. Que l'Italie avait parlé dans le vide, parce qu'elle n'avait pas d'alliés véritables, elle s'était retrouvée isolée. Et donc, comme c'est une grande puissance, mais c'est la plus petite des grandes puissances, si j'ose dire, l'Italie, eh bien, elle s'était retrouvée finalement dans une situation d'isolement. Mais il y avait eu pire que la conférence de Berlin, c'est la crise tunisienne. En 1881, la Tunisie est disputée entre Français et Italiens. Qui va mettre son protectorat sur la Tunisie? Et au final, c'est la France. Et là, dans les milieux nationalistes et dans les milieux politiques italiens, c'est très mal vécu. C'est très mal vécu parce qu'il y a une communauté italienne importante à Tunis et en Tunisie, beaucoup plus que de Français, bien sûr. Mais on s'est aperçu que finalement, la France avait obtenu finalement le soutien, y compris de Bismarck, qui lui avait compris que s'il appuyait la France dans cette affaire, elle allait se brouiller avec l'Italie, ce qui était aussi bien pour lui. Mais même la Grande-Bretagne avait donné carte blanche à la France pour le protectorat en Tunisie. Et donc De Prétis s'est rendu compte que l'Italie était isolée. Et donc, dans la mesure en plus où le roi Humbert est favorable à une alliance avec les grands empires centraux, eh bien, il va y avoir cette triple alliance qui va durer jusqu'à la Grande Guerre. Alors, certes, cette triple alliance va tomber un peu en désuétude au début du XXe siècle, et personne ne sera véritablement étonné en 1914 quand l'Italie choisira la neutralité. Mais enfin, ça restera officiellement jusqu'à la Grande Guerre l'axe principal de la politique étrangère, et c'est donc De Prétis qui est à l'origine de ce choix d'une alliance privilégiée avec Berlin et avec Vienne. Alors, je voudrais, pour terminer sur De Prétis, aborder la question de sa théorie du transformisme, parce qu'effectivement, il passe pour avoir théorisé le transformisme. Alors là aussi, il faut se reporter à un grand discours qu'il a tenu à Stradella, dans son fief électoral, le 8 octobre 1882. Et alors,
Alors, voilà ce qu'il explique dans ce discours. Il explique que le gouvernement a besoin d'une large majorité parlementaire pour assurer la stabilité. Et, je le cite, il faut parvenir à l'unification des partis libéraux de la Chambre qui constitueront une majorité recherchée et soudée. C'est-à-dire que son idée, c'est qu'il faut se protéger de deux dangers. Je dirais le danger d'un ultracisme catholique, peut-être, et le danger subversif et révolutionnaire d'un socialisme qui commence à petit, poindre son nez. Et donc, pour assurer la stabilité du régime, il faut tendre la main vers les partis libéraux de droite ou de gauche, mais qui ont en commun une certaine vision de la société, un attachement à la dynastie des Savoie, une volonté de défendre le régime parlementaire, etc. Donc finalement, essayer de diluer l'opposition dans une vaste majorité qui ferait d'ailleurs qu'à la Chambre, il n'y aurait plus tellement d'opposition claire et nette. Parce qu'après tout, il y a peu de candidats que l'on pourrait appeler cléricaux qui sont à la Chambre, parce qu'il y a le non-expédite, vous vous souvenez. Donc ils ne participent pas aux élections. Et vous avez encore peu, à ce moment-là, de la gauche socialisante italienne à la Chambre non plus. Donc l'idée de De Preti, ce serait finalement de faire un vaste compromis avec l'ensemble des libéraux de droite ou de gauche pour assurer la stabilité. C'est ça le transformisme. C'est englober, avaler les forces politiques pour créer des vastes coalitions. Alors ce transformisme, si on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que finalement c'est quelque chose qui a perduré dans la vie politique italienne. Parce que Giolitti lui-même, par exemple, au début du XXe siècle, vers qui il va tendre la main? Il va tendre la main aux catholiques, en disant mais il faut inclure les catholiques dans le système politique. Et donc il va progressivement faire des gestes vis-à-vis du monde catholique, en disant que l'avenir d'Italie ne peut pas se passer de la masse catholique, et des élites catholiques surtout. Donc il va y avoir des pactes électoraux avec les catholiques. C'est ce qu'on appelle par exemple le pacte Gentiloni, du nom du chef de l'Alliance électorale catholique, le comte Gentiloni, Gentiloni, Gentiloni. Mais il va tendre la main aussi, Giolitti, vis-à-vis des socialistes modérés, réformateurs. Alors pas les révolutionnaires, mais il va tendre la main aux socialistes réformistes, en prenant des lois sociales susceptibles d'être votées par ces socialistes à la Chambre. Il s'agit de casser un peu le bloc socialiste en séparant ce qu'on appelle les réformistes, et qu'on appelle aussi les minimalistes, et puis les maximalistes, qui eux ne veulent aucunement collaborer avec le système bourgeois. Et pour vous dire quand même à quel point dans le Parti socialiste il y a des fractures, c'est que suite à un attentat contre le roi Victor Emmanuel III, je crois en 1911, des députés socialistes sont allés au Quirinal pour s'enquérir de la santé du roi et pour dire qu'ils condamnaient cette tentative de meurtre. Ils seront condamnés et exclus par la majorité maximaliste du parti. Donc vous voyez, on est quand même dans une ambiance tendue. Et Giolitti, lui, son but, c'est de ramener les réformistes vers lui. C'est du transformisme. Les ramener dans une espèce de majorité. Alors, il ne s'agit pas peut-être tout de suite d'en faire des ministres, mais qu'ils acceptent de voter les lois. C'est ça le transformisme. Alors là où le transformisme italien a échoué, c'est face au fascisme. C'est que le vieux Giolitti, en 1921, il a cru que l'on pouvait parlementariser le fascisme. Mais là, il faut avouer que le vieil homme d'État s'est fourvoyé.
Le fascisme avait sa logique. Il avait son propre dynamisme, il n'était pas très transformiste, au sens où l'entendait Giolitti et De Pretis. Mais si on fait, permettez-moi de faire un petit bond chronologique, si vous regardez la vie publique italienne sous la République démocrate chrétienne, est-ce qu'il n'y a pas des tentatives de transformisme, hein, d'amalgame? Quand Aldo Moro appelle les socialistes au gouvernement en 1963, ben, finalement c'est du transformisme, c'est-à-dire que les socialistes ils sont dans l'opposition depuis 1947, il faut les amener au pouvoir. Et quand ils se lancent dans les années 70 avec Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste, dans le compromis historique, n'est-ce pas un vieil héritage du transformisme italien? Cette idée que l'on peut s'entendre quand même sur un minimum, sur, je dirais, une plateforme commune pour faire un bout de chemin ensemble. Ce qui n'était pas évident entre démocrates chrétiens et communistes. Alors peut-être que Moro l'a payé d'ailleurs de sa vie, bon c'est une autre histoire, mais il y a, je crois, un héritage du transformisme. Et même si on se rapproche de notre actualité, le transformisme, est-ce qu'on ne le retrouve pas quand à la fin des années 90, la gauche italienne au pouvoir s'est crue obligée de trouver un compromis sur la question des médias avec Silvio Berlusconi? Je me demande si ce n'est pas une des dernières traces de cette volonté du transformisme, c'est-à-dire amener l'opposition sur des positions communes. Là, elle a d'ailleurs fait sans doute une erreur stratégique. C'est Massimo D'Alema qui, semble-t-il, s'est fourvoyé un peu dans cette... Mais voyez, je pense que ce transformisme de Chrétien, il a une longévité, il a un héritage dans la vie publique italienne. Si vous excluez le ventennio fasciste, mais dans la démocratie italienne, je pense qu'il y a cette recherche de la volonté d'un compromis, de toujours essayer de trouver un minimum commun. De Pretis, de ce point de vue-là, a peut-être inauguré une tradition qui a perduré après lui. Je vous propose maintenant de voir le moment Crispi pour clore notre période chronologique. Et voici une photo du vieux Crispi avec ces moustaches un peu à la Clémenceau, si j'ose dire. Donc vous voyez, c'est à peu près la même génération que De Pretis. De Pretis est né en 1813. Là, vous êtes avec un homme qui est né en 1819. Mais la différence avec De Pretis, c'est que c'est un méridional. Il est sicilien, il est né dans la province d'Agrigente, en Sicile. Mais le fait qu'il soit sicilien ne l'a pas empêché de se montrer rude vis-à-vis de ses propres compatriotes, au demeurant, mais bon. Alors, regardons un peu son parcours. C'est un parcours assez classique. Parce que, je dirais, il est politiquement né à gauche, Crispi. C'est un mazzinien, républicain. Et d'ailleurs, à l'époque cavourienne, il est même obligé de mettre un peu de distance entre lui et l'Italie. Parce qu'il va connaître l'exil à Paris, à Londres, il revient en Italie au moment de l'unité, et il est un proche de Garibaldi, c'est un garibaldien à ce moment-là, lors de la marche des Mille. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai parcours politique dans la gauche du Risorgimento, mazzinien puis garibaldien. Seulement, là aussi, comme beaucoup, il regarde une réalité politique. Et cette réalité, s'il veut participer aux affaires, s'il veut agir, or Crispi a une haute idée de lui-même et de ses capacités à gouverner, en tout cas à participer aux affaires publiques. Ce qui fait qu'il va se rallier à la monarchie de Savoie. Il va se rallier à la monarchie de Savoie en 1864. 1864, après tout, l'Italie est faite, l'unité a été proclamée. Alors, où il reste sur des positions purement républicaines, mais alors, il est plus qu'isolé au Parlement. Ce qu'il veut, c'est essayer d'agir. Et donc, il va se rallier parce que c'est un principe de réalité.
Ce ralliement lui vaut d'être président de la Chambre en 1876, au moment du changement politique, après la défaite de la droite historique. Il est donc président de la Chambre en 1976, et puis il est ministre de l'Intérieur de Depretis. Mais il est obligé de démissionner parce qu'on s'est aperçu qu'il était bigame. Alors me direz-vous, aujourd'hui, on en connaît quelques-uns qui, en Italie, de temps en temps, sont plus que bigames, mais lui, ça l'a obligé quand même de quitter le ministère de l'Intérieur. À l'époque, c'était quelque chose de... Il avait son épouse, mais en fait, il avait véritablement une maîtresse officielle, et ça avait un peu scandalisé, parce qu'il avait une double vie. La presse et l'opinion l'ont poussé à la démission. Ce qui fait que pendant 10 ans, je dirais, il est toujours député, hein, mais il est éloigné des sphères du pouvoir. D'autant plus qu'avec Depretis, les relations ne sont pas faciles, parce que vous savez, quand vous avez deux grosses personnalités politiques qui visent un peu le même objectif, et que vous appartenez des fois à la même majorité, on le sait tous, ce n'est pas toujours aisé. Et donc, pendant 10 ans, la présence même de Depretis fait que Crispi est un peu, je dirais, en dehors de la sphère du pouvoir. Mais Depretis meurt en juillet 1887, et le roi, Humbert, qui apprécie la personnalité de Depretis, hein, qui est une personnalité forte, d'ordre, d'autorité, de décision. Donc le roi va lui confier en août 1887 la formation du gouvernement. Et Depretis va donc diriger le gouvernement pendant presque toute la période jusqu'en mars 1896. Il est président du Conseil d'août 87 à février 91, puis de novembre 93 à mars 1896. Alors quel est son bilan politique? D'abord, en matière de politique intérieure, Crispi est un homme qui n'est pas fondamentalement un théoricien du transformisme. Pour lui, il a une vision quand même relativement binaire de la vie politique. Il faut qu'il y ait une majorité claire, franche, disciplinée, et une opposition tout aussi claire. C'est en cela qu'avec Depretis, il n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Voyez que quand on lit une des interventions de Crispi, il admet donc, je cite, que le contrôle parlementaire soit exercé sur sa personne et sur son programme. Mais une fois la confiance obtenue, que soit reconnu au gouvernement la plénitude du pouvoir dont il dispose. C'est-à-dire que, bon, le Parlement d'accord, on lui demande la confiance, on lui fait voter les lois, mais enfin, qu'il nous laisse gouverner. C'est-à-dire qu'il ne soit pas une espèce d'instance trop pointilleuse. On voit bien que là, on n'est pas avec un homme qui, à la différence de Depretis, aime négocier, aime les discussions dans les commissions parlementaires, non. De Crispi, lui, c'est un pouvoir plus autoritaire. Si vous me permettez une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il est plus 5e République que 4e, vous voyez. Il aimerait un exécutif fort, qui ait une majorité claire, nette, précise, fidèle, qui vote les lois, bien entendu, qui vote la confiance quand c'est nécessaire, mais pas un système trop parlementaire au sens des négociations à n'en plus finir, des compromis de commission, etc. Il est différent de Depretis de ce point de vue-là. D'autre part, il est également un homme d'autorité. Quand je vous parlais tout à l'heure de la manière dont il a géré la crise rurale sicilienne en 1894, c'est lui, le Sicilien, qui a fait signer, qui a demandé au roi de signer le décret d'état de siège de janvier 1894. Et il a envoyé 40 000 hommes de troupes en Sicile. C'est pas rien, hein, 40 000 hommes pour quadriller les campagnes. Et puis, il y a eu des cas où, quand des villages, finalement, résistaient, voulaient continuer à se soulever, il y a eu des cas d'encerclement de villages par la troupe,
et de prise d'assaut du village. Donc, si vous voulez, Crispi est un homme, effectivement, qui n'hésite pas à utiliser la manière forte. Là aussi, De Prétis est un homme beaucoup plus du compromis. Crispi, non. L'État doit se faire respecter, y compris par la poigne, par une politique de poigne. Bon. De même, il faut savoir que sur le plan intérieur, il est antisocialiste. Il va mener la vie dure au Parti socialiste, en interdisant des meetings, en perquisitionnant dans les journaux, en faisant interdire certaines publications. Bon. Mais il frappe aussi côté catholique. Il va interdire les associations catholiques. Il va faire surveiller aussi la presse catholique parce qu'il estime que le monde catholique, pour l'essentiel, reste un monde plutôt d'opposants. De même, c'est avec lui, c'est symbolique mais c'est significatif, c'est avec lui par exemple qu'il va y avoir l'inauguration en 1889 et en 1895 de 2 statues à Rome, que vous pouvez voir. Quand vous vous promenez dans Rome, Campo di Fiori, la statue de Giordano Bruno, qui se trouve en plein milieu de la place, Giordano Bruno qui a été exécuté pour hérésie en 1600, eh bien, il a favorisé, avec la municipalité de Rome, l'érection de cette statue de Giordano Bruno comme une espèce de défi anticlérical. De même, le 20 septembre 1895, il va lui-même inaugurer la statue de Garibaldi sur le Janicule à Rome. Cette place Garibaldi, qui est une superbe place, puisque vous avez une vue imprenable sur la capitale, et vous avez cette statue équestre de Garibaldi, qui passait pour être hostile à l'Église, qui était anticléricale, etc. Bon. Et d'ailleurs, cette statue équestre, quand vous la regardez, la tête de Garibaldi se tourne vers le dôme de Saint-Pierre, qui est un peu au-delà, et on a dit que c'était une espèce de défi. Bon. Eh bien, Crispi, le vieux Crispi, tient à être là, et il fait un discours à la gloire de l'unité italienne. Donc, vous voyez que c'est un homme d'ordre, il frappe à gauche, il frappe à droite, pour simplifier. Hein. Mais n'en faisons pas non plus un conservateur au sens strict du terme. Parce qu'il va apporter quand même des réformes non négligeables. Je vous ai cité en particulier la réforme de décembre 1888, où il autorise l'élargissement du corps électoral pour les élections municipales. Il autorise les personnes sachant écrire leur prénom et leur nom à voter. C'est-à-dire que vous pouvez être analphabète, mais tout de même savoir écrire votre prénom et votre nom. Eh bien, vous ne votez pas pour les législatives, mais vous pouvez voter pour votre municipalité. Alors, j'ai voulu vous mettre un chiffre, un exemple sicilien. À Catane, avant la réforme, 5 000 électeurs, après, 12 000. Bon, il y a quand même plus du double. Hein. Alors, dans cette loi électorale municipale, il est prévu également que lorsque la commune a plus de 10 000 habitants, eh bien, le maire pourra être élu par le conseil municipal et non pas nommé par le préfet du roi. D'accord ? Ce qui fait qu'on peut dire que cette loi de 1888 démocratise la vie locale, hein, indéniablement, hein, démocratise la vie municipale. De même, il va moderniser le code pénal. Il y a un nouveau code pénal qui va être publié en 1889, c'est le code Zanardelli, qui porte le nom du ministre de la Justice, et qui est un code pénal, finalement, qui va perdurer pendant une 50aine d'années, parce qu'il ne sera révisé véritablement que sous le fascisme en 1931. Donc, ne faisons pas de Crispi un homme de gauche conservateur, d'ordre. C'est aussi un homme qui a une réflexion politique. Et aussi, et ça va être sa perte, il a une très grande ambition pour l'Italie
sur le plan de politique extérieure, en particulier en matière coloniale. Alors le colonialisme italien ne commence pas avec Crispi, mais il va s'accélérer avec Crispi. Crispi estime qu'il est naturel pour la jeune puissance italienne d'être présent en Afrique. Alors, où y a-t-il de la place, si j'ose dire, à prendre en Afrique, parce que les Français, les Anglais, les Belges, les Portugais sont déjà là, et c'est l'Afrique de l'Est, c'est la Somalie, c'est l'Érythrée. Et donc, Crispi, en particulier, va pousser à la même mise sur les sultanats de l'actuelle Somalie. Et son grand rêve politique, c'est que l'Italie doit mettre la main sur l'Éthiopie. Il est vrai que l'Éthiopie est une proie a priori tentante, parce que c'est un État indépendant, dirigé par le Négus, le roi des rois, et finalement, vous êtes à côté de la Somalie et de l'Érythrée. L'Érythrée où les Italiens se sont installés dans les années 1870. Et la grande ambition politique de Crispi, c'est la conquête de l'Éthiopie. Seulement, c'est un os qui va s'avérer difficile à ronger, l'Éthiopie. Et pourtant, Crispi, alors là, je dirais un peu en dehors du Parlement, justement, va organiser une expédition militaire de 20 000 hommes. C'est-à-dire que cette expédition du début de l'année 1896 n'est pas une expédition au rabais. 20 000 soldats italiens, ce n'est pas rien. Commandé par le général Baratieri. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas se heurter à une armée éthiopienne de seconde zone. Ce ne sont pas des guerriers courageux mais assez inorganisés qu'il va rencontrer, ou que les troupes italiennes vont rencontrer. Ce sont des hommes relativement bien armés, relativement organisés, en particulier parce qu'ils ont été structurés par des officiers français et russes. C'est l'alliance franco-russe qui fonctionne. Donc, les malheureux soldats italiens qui vont rencontrer les troupes éthiopiennes, elles ne vont pas se heurter à de courageux guerriers inorganisés. Elles vont se heurter à une armée 4 fois plus nombreuse, armée de manière assez conséquente, et plutôt bien commandée. Et comme Baratieri a commis des imprudences, s'est laissé encercler, pensant que sa puissance de feu suffirait à repousser les assauts, eh bien, le 1er mars 1896, à la bataille d'Adoua, A-D-O-U-A, 8000 soldats italiens vont tomber. 8000. C'est donc évidemment un désastre, et Crispi ne s'en remet pas. Parce que quand à Rome, on apprend le désastre, les chambres sont convoquées. Et il va être mis largement en minorité au Parlement. C'est-à-dire que là, évidemment, la responsabilité parlementaire va jouer à plein, et l'homme abandonnera toute charge publique à la suite de ce désastre. Et il mourra... alors je ne dis pas qu'il est mort d'Adoua, mais enfin, je pense que c'est une croix qu'il a portée encore 2 ans, puisqu'il est mort en 1898. Et alors à partir de la mort de Crispi, enfin du départ de Crispi, c'est finalement progressivement la figure de Giolitti qui va émerger à partir du début XXe siècle, mais bon, ça mériterait presque une autre partie de ce point de vue-là. Donc vous voyez que, sous forme de bilan, et avant de vous présenter quelques ouvrages éventuellement utiles, vous pouvez être critique vis-à-vis de ce système politique. Il a ses défauts, il y a, c'est vrai, une pratique administrative parfois lourde de l'État central, il y a eu des affaires de corruption, il y a des questions que l'État italien n'a pas abordées de manière frontale. La question méridionale, elle est posée clairement dès les années 1870, et la gauche libérale au pouvoir ne va pas
véritablement changer les choses, modifier les choses. Mais néanmoins, c'est un régime qui pouvait avoir une capacité d'évolution et je dirais de développement démocratique. Car finalement, au début du XXe siècle, cette Italie, elle s'industrialise, elle est parlementaire, elle a une vie politique riche, de plus en plus d'Italiens votent, il y a un multipartisme, il y a une presse plurielle également. Alors, tout n'est pas parfait, mais je dirais que c'est un jeune État sur la voie d'une libéralisation politique et démocratique. C'est en cela, je crois, que la guerre est une catastrophe. Est une catastrophe parce que la guerre va finalement rompre ce dynamisme et va créer de telles crises que finalement la monarchie libérale ne s'en relèvera pas. Et qu'après-guerre, le contexte sera tellement différent, tellement compliqué, tellement difficile à manier, que la monarchie libérale ne retrouvera pas un second souffle après la guerre. Et malgré la victoire, puisque, vous le savez, l'Italie est parmi les vainqueurs. Et donc cette période du transformisme, je dirais, elle va vivre ses derniers feux avant 14, avant de sombrer au début des années 20. Alors, je voudrais peut-être vous présenter un choix bibliographique. Parce qu'évidemment, vous avez autre chose à faire qu'à lire des livres d'histoire sur l'Italie, mais si vous voulez avoir des références utiles, il y a un livre alors là, que je conseille non seulement aux étudiants d'histoire, mais aux étudiants d'italien. Parce que, à mon avis, c'est le meilleur sur le 19e siècle. Italien. C'est plus qu'un manuel. C'est un ouvrage historiographique. C'est celui de Gilles Pécou. Gilles Pécou est parmi les tout meilleurs spécialistes du 19e siècle italien. J'attends avec impatience sa biographie de Cavour, qu'on annonce chez Fayard depuis presque un an. La dernière fois que je l'ai vu, pour tout vous dire, il me disait mais ça, c'est pour bientôt, c'est pour l'automne 2011. Bon, attendons, mais je crois que ça ne saurait pas tarder. Et vraiment, il faudra peut-être que Cavour de Pécou devienne sans doute un classique. Mais en tout cas, cette naissance d'Italie contemporaine, si vous devez avoir un bon livre sur le 19e siècle, c'est celui-là qu'il faut prendre. Il est très bien. Autre ouvrage, Madame Catherine Brice. Monarchie et identité nationale en Italie. Je m'en suis inspiré tout à l'heure quand j'ai passé quelques minutes à vous présenter le rôle de mémoire nationale et de commémoration qu'a eu la monarchie. Elle est spécialiste justement de cette mémoire nationale, Madame Brice, et là elle a fait un livre novateur et je sais qu'en ce moment, elle poursuit ce travail sur la monarchie italienne avec un ouvrage, mais pas avant 2-3 ans, sur fascisme et monarchie. Donc ce sera là aussi un beau livre en prévision. Ensuite, en italien, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il y a de très nombreuses publications. Alors, il y a des ouvrages que l'on présente comme des ouvrages généraux, mais en fait, qui sont des ouvrages extrêmement riches. C'est celui d'Alfredo Capone, là, sur Destra e Sinistra da Cavour a Crispi. C'est le volume 1 de la collection Storia d'Italia, dall'unità alla fine della prima Repubblica. Alors c'est un ouvrage qui justement est au cœur de votre période, Cavour-Crispi. Alors, malheureusement, je crois qu'il n'existe pas dans notre bibliothèque centrale. Mais on peut toujours essayer de le faire venir, par contre, éventuellement par le prêt inter, si cela vous intéresse. Ensuite, il y a du même type 2 ouvrages, vous voyez, des volumes d'une histoire de l'Italie, depuis l'unité, dirigés par Giovanni Sabatucci et Vittorio Vidotto. Alors, il y a un premier volume sur l'unité elle-même, et puis vous avez un deuxième volume qui part de 1861,
et qui va jusqu'à la mort de De Pretis. Donc, vous voyez, au cœur de votre période, c'est Il nuovo Stato et la società civile. Là, vraiment, c'est un ouvrage d'histoire politique, sociale, culturelle, etc. Mais c'est une très belle collection et qui peut être complétée par le volume 3, Libéralisme et démocratie, toujours chez La Terza. Alors là, vous allez de la mort de De Pretis jusqu'au déclenchement de la guerre mondiale en 1914. Donc, c'est un peu excentré par rapport à votre sujet, mais enfin, c'est une très belle collection. Et éventuellement, d'ailleurs, c'est une collection qu'on peut conseiller même à la Bibliothèque d'Italien, selon ses possibilités financières, de l'acheter, parce que, oui, elle a vraiment de la valeur. C'est une très belle collection, utile pour les historiens, pour les italianisants, pour la civilisation, etc. Donc, à conseiller. Et évidemment, je pourrais être beaucoup plus prolixe sur la bibliographie, parce qu'elle est immense. Il y a eu des biographies de De Pretis, des biographies de Crispi. Mais pour vous qui préparez les concours en italien, votre livre vraiment, pas de chevet pour l'histoire, mais c'est le Pécou que j'aime beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance, buona fortuna.